Yo les bros, j'espère que vous allez aussi bien que moi, c'est Goji et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1072 de One Piece. C'était à la fois l'un des chapitres les plus bizarres de One Piece que j'ai pu lire depuis des années, mais aussi l'un des plus intrigants, intéressants et surtout imprévisible. C'est officiellement la fin de mes vacances, j'ai une motivation de dingue, ça se voit peut-être pas mais je vous jure que je l'ai. Alors je commence déjà à vous teaser la sortie de ma prochaine théorie dans approximativement un bon mois. Voilà, ça va être une bonne grosse vidéo comme on les aime. Alors si vous ne voulez pas la louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh bien abonnez-vous afin d'être au courant des dernières sorties de vidéos. Je vais pas vous lâcher avec ça cette année les mecs. On tape minimum les 400 000, voire les 450 000, voire les 500 000 cette année. Je compte sur vous hein, et sur les 55% de non-abonnés qui regardent les vidéos aussi. Allez, j'ai réussi à caler toutes les rêves que je pouvais. On va y arriver. Bon, cette vidéo va comporter un court placement de produit. Alors écoutez, c'est parti et on se retrouve tout juste après pour le début de cette review. Aujourd'hui, je vous présente à nouveau CyberGhost, l'un des plus récurrents partenaires de la chaîne. Je vais faire simple, car aujourd'hui, en 2023, tout le monde connaît les VPN. Sauf si vous habitez dans l'île la plus isolée de Grand Line, vous n'êtes pas sans savoir que ces services permettent à quiconque de naviguer sur Internet de façon anonyme et surtout sécurisée. Eh bien, CyberGhost est le leader mondial dans ce domaine. L'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot se voit compter plus de 38 millions d'utilisateurs qui ont été séduits par l'une de ses très nombreuses utilités. CyberGhost permet par exemple de débloquer pas moins de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime en profitant des catalogues de tous les autres pays. Naruto, Death Note, One Piece ou même Bleach, quel chef-d'œuvre mon dieu. Découvrez ou redécouvrez les œuvres les plus mémorables de la Japanimation sur vos services de streaming préférés. Vous pouvez justement vous connecter très simplement et rapidement en un seul clic au serveur d'un des 90 pays disponibles sur CyberGhost. Et bien évidemment, l'un des points les plus importants, naviguer sur internet en toute sécurité, que ce soit chez vous ou même à l'extérieur, grâce au chiffrement de toutes vos données via un tunnel VPN sécurisé. Pas la peine de préciser que vous pouvez utiliser CyberGhost sur 7 appareils différents en simultané, qu'il est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation et que vous avez 45 jours pour être satisfait ou remboursé. Ouf, rien que ça. Alors si vous êtes intéressé, utilisez mon lien présent en description pour obtenir moins 83% de réduction, soit l'équivalent de 2,03 € par mois et 4 mois gratuits uniquement en janvier. Dépêchez-vous d'en profiter. Merci à vous et merci à CyberGhost VPN pour la sponsor. La première partie de cette review va se concentrer sur l'interaction entre Bonnie et Vegapunk ainsi qu'une partie de l'histoire de Kuma qui nous a été révélée. Alors autant vous dire que c'est déjà un très gros morceau, comme vous l'aurez constaté, beaucoup de choses se passent, beaucoup d'éléments sont révélés et évidemment, beaucoup de théories sont à faire. Ça va évidemment parler de fruits du démon et on commence avec celui de Bonnie qui nous montre une toute nouvelle utilisation de ce dernier. Toujours en cherchant à attraper Vegapunk, elle le piège et l'attaque en prenant une toute nouvelle forme encore jamais vue auparavant, une forme musclée, gonflée, à l'opposé de ce qu'on imaginait de ses pouvoirs. Elle enchaîne en rajeunissant Vegapunk après l'avoir touché, créant une multitude de ce qui semble être des bijoux, symbolisant vraisemblablement l'âge de Vegapunk. Pour finir, elle parvient à détruire le cadenas d'une porte à la manière de Shinobu, qui dissolvait la matière avec ses pouvoirs. Ou du moins elle faisait mûrir... bon bref, vous avez la ref. Bon, alors première énigme de ce chapitre, quel est véritablement le fruit du démon de Bonnie? Quels sont ses véritables pouvoirs? Il est désormais impossible de penser qu'il ne s'agisse que d'un simple paramécia capable de vieillir ou rajeunir une personne, comme il nous l'a toujours été démontré. Non, il y a bien d'autres utilités, signifiant que ce qu'on a toujours cru savoir sur ce fruit du démon est encore une fois bien faux. Voilà. Il semble que ce fruit du démon soit un paramécia du changement, soit un paramécia de la modification cellulaire ou atomique, ce qui irait plutôt bien dans l'esprit des sujets actuels de One Piece et de l'arc de Vegapunk. Car bien que l'on puisse penser que ce soit un paramécia de l'âge, ça n'explique pas comment elle a pu se transformer en version Bondman. Oui, c'est vraiment ce qu'elle était. Là, son corps a entièrement changé sans pour autant affecter son âge. Attention, là c'est une théorie, mais notons bien le nom de l'attaque de Bonnie, le futur distordu. Cela signifie qu'elle pourrait avoir directement un impact sur son futur ou sur celui d'un autre personnage. Elle pourrait agir sur un futur parallèle, un futur alternatif. Elle pourrait peut-être distordre le temps ou peut-être impacter les univers parallèles s'ils existent. Ça serait absolument logique quand on y pense, quand on pense que son histoire se développe dans l'arc de Vegapunk qui est lui-même inspiré d'Einstein, dont les travaux
repose sur la relativité restreinte et générale sont les fondements des théories de voyage temporel. Là, c'est dangereux car on en vient quand même à toucher du doigt la corde du Toki Toki no Mi. Bonnie, à son contraire, ne pourrait peut-être pas voyager dans le temps, mais pourrait altérer temporairement le futur de ceux qu'elle touche. La Bonnie vieille ou enfant qu'on voit serait que l'une de ses apparences dans une autre temporalité, pareil pour ceux qu'elle touche et qu'elle transforme. Mais attendez, pire encore, dans le chapitre 1064, lorsqu'elle a transformé Jinbei, Chopper et Luffy, la forme de ce dernier n'était pas du tout anodine. Il était bien précisé qu'il s'agissait de Luffy à 70 ans dans un certain futur. Donc si on prend en compte tout ce que je vous ai raconté là-dessus à l'instant, alors cette page confirme bel et bien que le fruit de Bonnie altère l'espace-temps d'une manière encore différente de celle de Toki, et Luffy semble en avoir fait les frais. On pensait qu'il s'agissait juste d'un clin d'œil d'Oda à l'un de ses anciens SBS, basique en fait, comme il a l'habitude de le faire, mais non, non, pas du tout mes chers amis, là encore, ça cache un truc. Donc nous pouvons avoir la certitude que Bonnie et son fruit du démon ne sont pas aussi simples que l'on pouvait le penser, leur impact risque d'être colossal tant la tournure de One Piece se dirige vers le thème de la science, du passé et donc du futur. Également, quand elle a changé l'apparence de Vegapunk, les bijoux qui en sont sortis sont une grande première puisque sur Sabaody, elle n'a jamais démontré un tel effet avec son fruit du démon, même en rajeunissant les marines. Grâce à ça, j'ai cependant compris pourquoi Oda l'a appelé Jewelry, Bonnie, puisque Jewel en anglais signifie bijoux. On n'est pas allé bien loin. Là encore, c'est peut-être le secret de son fruit du démon. Est-ce que ça a un lien avec des bijoux? Est-ce qu'il renferme un pouvoir qu'elle peut utiliser? Eh bien, à ce stade, c'est encore compliqué de bien cerner toute l'histoire de ce fruit du démon, et ça l'est encore plus avec l'effet dissolvant qu'elle a eu sur la chaîne en acier protégeant une porte. Même si on n'y voit pas franchement très clair, j'ai la sensation que le métal semble redevenir liquide, d'où l'idée d'un paramécia de la cellule ou même de la chimie, accordant un grand nombre d'effets sur le corps humain et non humain. Bref, la sensation que ce soit un fruit de l'âge assez simple finalement s'est énormément estompé, en tout cas pour ma part. Après, dites-moi vous de votre côté ce que vous en pensez en commentaire. Là où cette révélation du pouvoir de Bonnie reste très intéressante, c'est qu'elle permet de former un certain parallèle avec celui de son père Kuma qui lui parvient à rendre tangible ce qui ne l'est pas à l'origine, car c'est justement ce qu'elle est parvenue à faire avec l'âge de Vegapunk. Justement, en parlant de Kuma, c'est lui qui sera désormais largement au devant de la scène. Vegapunk explique que s'il ne peut justifier entièrement à Bonnie la véritable raison de la transformation de Kuma, c'est pour la grande douleur que ça peut lui causer. Plus encore, c'est carrément une promesse qui a été faite entre Kuma et le scientifique, une promesse que ce dernier ne veut décidément pas briser. S'ensuit un flashback qui va peut-être nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce finalement assez gros mystère qui a pesé durant tout cet arc, avec l'arrivée de Bonnie dans une salle apparemment dédiée à Kuma, trônant en son centre une sphère marquée des pouvoirs de son père. Nous apprenons alors que dans le passé, Vegapunk s'est passionné par les découvertes d'un scientifique de West Blue sur la masse de l'âme d'un humain, une masse de 21 grammes qui pourrait être matérialisée grâce au pouvoir du Nikyu Nikyu no Mi de Kuma. Mais pas seulement. Vegapunk s'intéresse à savoir à quoi ressemblent les émotions d'un humain, combien elles pèsent, quelle taille elles pourraient avoir, et ce fruit du démon possédé par Kuma pourrait réaliser grandement et facilement ce souhait, et ça semble être chose faite puisque les mots de Bonnie face à cette sphère immense nous laissent comprendre que se tient devant elle la mémoire de son père. Kuma aurait donc cédé à la demande de Vegapunk et permettrait aujourd'hui à Bonnie de découvrir absolument toute la vérité qu'elle demandait. Alors je dois déjà avouer avoir été très touché par ces scènes. C'était trop beau, c'était doux, c'était touchant mais aussi tragique à la fois. Je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment aimé ce moment. Voilà, vous vous en battez les reins, mais j'avais envie de le dire. Ok, alors ce dont vous allez pas vous en battre les reins par contre, c'est de l'explication de ce que vous venez de voir. Oui, il faut essayer de démêler un peu toute cette histoire. Tout d'abord, parlons du poids de l'âme mentionné par Vegapunk. Déjà, quand Vegapunk a parlé d'un scientifique de West Blue, là, on a à peu près deux choix qui s'offrent à nous. Soit on ne le connaît pas, soit il peut s'agir du Dr Hogback, qui excelle dans ce domaine et qui vient également de West Blue. Gardons cette information au chaud au cas où, on ne l'exploitera pas plus dans cette vidéo, mais c'est quand même bon à avoir de côté. Continuons. Le mythe autour de la masse de l'âme ne vient pas de n'importe où. Peut-être que vous le saviez déjà comme moi ou au contraire vous n'en avez jamais entendu parler avant ça, mais il s'agit d'une théorie scientifique basée sur l'expérience du physicien Duncan McDougall. En pesant une personne avant et après sa mort, il a notifié un changement de poids de 21 grammes, ce qu'il a donc automatiquement attribué à la masse de l'âme qui, bien que présente du vivant de son sujet, s'est dissipée à la mort de ce dernier. En plus de confirmer la présence de l'âme dans un corps, le résultat de l'expérience était également
simplement censé prouver qu'elle disparaissait lors du décès. On va faire l'impasse totale sur la véracité et le sérieux de cette étude, puisqu'elle est très largement critiquée dans la communauté médicale. Elle n'en reste cependant pas moins un espèce de mème au final qui a popularisé l'idée que l'âme posséderait une masse de tant de grammes et surtout que l'humain en possède bien une. Oda lui semble vouloir intégrer ce concept entièrement et ça reste finalement assez intéressant puisque l'âme est un terme récurrent dans One Piece, notamment à travers un sujet bien précis, les fruits du démon. Lorsqu'on nous explique le processus de réapparition des fruits du démon, il se fait sous une forme d'âme échappant du corps de son ancien utilisateur. Cette âme serait finalement à la fois l'âme de cette personne mélangée à l'âme du fruit du démon. L'idée serait alors qu'une partie de l'ancien utilisateur d'un fruit du démon continue de vivre dans ses pouvoirs. Le meilleur exemple reste Sabo qui a consommé le même fruit qu'Ace et qui dit que même s'il n'en veut pas à l'équipage de Barbe Noire, les flammes d'Ace, elles, ne semblent pas leur avoir pardonné. Ace continuerait alors de vivre à travers ses pouvoirs, à travers Sabo, comme un écho de l'ancien temps, comme une volonté ne pouvant se résoudre à disparaître entièrement. Brook en est encore un exemple plus que parfait puisqu'il explique bien que grâce à son fruit du démon, son âme est revenue du pays des morts. C'est-à-dire que le concept d'âme est bien présent dans One Piece, plus encore, il est carrément au centre de la spiritualité, de la vie et de la mort. Au royaume des morts dont parlait Brook devaient se trouver toutes les âmes des défunts, dont la sienne, à la différence que lui a pu se réincarner dans son propre corps grâce à son fruit du démon. Ce serait peut-être le cas pour toutes les autres âmes corrompues par les fruits du démon qui ne peuvent pas vraiment s'élever dans le royaume des morts, mais qui sont plutôt destinées à se réincarner en boucle dans des fruits pour ensuite être consommés. En tout cas, gardez tout ça en tête, car toutes ces révélations vont avoir un lien avec Barbe Noire. Ne pensez absolument pas qu'il s'agisse d'un hasard qu'Oda l'ait mis en parallèle de cet arc, avec son combat contre l'eau d'un côté ou le raid que prépare Garp contre lui de l'autre. Non, écoutez-moi bien, toutes ces révélations sont nécessaires et serviront à expliquer l'histoire de Barbe Noire, son rapport avec les fruits du démon, les Rocks et bien plus encore. Ok, on a bien parlé de l'âme, etc. mais désormais parlons de cette fameuse requête qu'avait Vegapunk envers Kuma, celle de matérialiser des souvenirs. Ces souvenirs. La discussion entre les deux amis laisse supposer que Kuma n'était pas du tout prêt à honorer la requête de Vegapunk, pourtant ce qu'a trouvé Bonnie dans la salle vraisemblablement dédiée à Kuma ne sont nul autre que les souvenirs de ce dernier. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien naturellement, c'est de cette manière que Bonnie risque de découvrir toute l'histoire que Vegapunk ne veut pas lui révéler. C'est comme ça que Bonnie va comprendre le secret caché par son père. Pourquoi il a tant désiré se transformer en cyborg? Son passé avec les révolutionnaires, son passé en tant que roi, Jewelry Bonnie enfant, tout ça c'est ce qu'elle risque de découvrir si elle s'aventure dans les souvenirs de son père. Mais surtout et plus encore, ce cumul de la mémoire de Kuma explique pourquoi il a perdu sa conscience d'être humain, simplement car il se l'est extrait avant de finaliser le projet Pacifista. Si Kuma n'a donc plus son humanité actuellement, c'est alors sûrement à cause de son propre pouvoir et de sa propre volonté. C'est peut-être la meilleure chose à faire finalement puisque nous qui nous sommes toujours inquiétés de savoir comment il allait pouvoir retrouver sa vie d'avant, son humanité la plus pure et basique, eh bien la sphère que garde précieusement Vegapunk en est certainement la clé. Tout comme la douleur de Luffy que Zoro a absorbé, il est évident que Kuma pourrait absorber à nouveau les souvenirs et la mémoire qu'il s'est extrait avant sa transformation. Il s'agirait d'un happy ending particulièrement bien trouvé et plutôt bien ficelé. Pour conclure cette partie autour de Kuma, Bonnie et tout ce joyeux bordel, j'aimerais quand même évoquer une petite théorie que j'ai eue avec ce flashback de Vegapunk et de Kuma. Est-ce qu'Oda n'est pas en train de mettre en place une façon pour les Mugiwara ou même Vegapunk de voir la vie à l'époque de l'ancien royaume? J'ai la sensation que le flashback qu'on aura qui expliquera le siècle oublié d'il y a 800 ans sera sous la forme d'un espèce de souvenir diffusé au monde entier. Les poneglyphes semblent posséder une voix, une conscience, ils renferment l'écho d'une ancienne existence comme en témoigne la voix de toute chose qui aurait permis à Roger de trouver ou entendre le poneglyphe de Skypiea d'après les mots de Rayleigh. Peut-être que le fruit de Kuma ou un autre dispositif, un autre fruit du démon, permettra de matérialiser et projeter les souvenirs d'un poneglyphe pour montrer la vie il y a de ça 800 ans quand l'ancien royaume fut défait, révélant ainsi au monde entier, à tout être vivant, la vérité sur leur histoire, sur leur passé, exactement et au mot près de ce que souhaitait Clover qui disait fièrement au Gorosei que tous les humains méritent de connaître l'histoire de leur existence, quelle qu'elle soit. N'oublions également surtout pas que le principal rêve de Vegapunk, dévoilé dans le chapitre 1068, voulait rendre tangible quelque chose qu'il n'était pas à l'origine, l'énergie. S'il pouvait la transformer et l'utiliser, alors les ramènerait une partie de la paix dans le monde. Encore une fois, et sous une autre facette, le fruit du démon de Kuma et sa possibilité à matérialiser l'invisible semble être l'un des facteurs déterminants dans le futur de One Piece. On arrive à la deuxième et avant-dernière partie de cette review, le combat de Kaku contre Zoro et la révolte des Séraphins.
En effet, les créations surpuissantes de Vegapunk sont déclarées comme possédant une capacité de prise de décision. C'est une question que je me posais il y a de cela quelques reviews, je me demandais si les séraphins finiraient par avoir une espèce de liberté de penser et d'agir, car même si ce sont des soldats créés pour combattre, Vegapunk les a plus fait ressembler à des humains que n'importe quelle autre de ses créations. Il serait donc vraiment horrible de sa part de créer la vie, de créer une ou plusieurs formes de sentiments, pour que finalement ils en soient réduits à ne jamais avoir de libre arbitre et destinés à mourir pour le combat sans jamais avoir le choix. En fait, on va dire que le message du grand scientifique qui veut la paix dans le monde passerait pas de ouf. Du coup, sans connaître exactement le degré de liberté qu'ils en ont quand même un peu. C'est déjà pas mal. Concernant le CP0, Kaku n'a pas laissé Lucci être le seul à éveiller son Zoan et dévoile à son tour les pleins pouvoirs du Uchi Oshinomi, modèle girafe le plus terrible des Zoan à ce jour. Tout comme Lucci, la forme éveillée de Kaku laisse apparaître les nuages de flammes autour de son buste, ce qui semble donc être définitivement l'indicateur de l'éveil d'un Zoan. Et ce qui est absolument fou, c'est que malgré ce pinacle atteint dans sa puissance, Kaku ne parvient toujours pas à prendre l'ascendant sur un Zoro, n'utilisant aucune technique, ou aucun pouvoir particulier, qui n'a même pas daigné mettre son bandana. Alors, encore une fois, même si les combats ne vont pas jusqu'au bout et se retrouvent rapidement expédiés, nous pouvons être sûrs que les Mugiwara l'emporteront toujours sur leur ancien adversaire. Voilà, et encore plus quand ils ont tendance à s'attaquer entre eux. Transition parfaite vers la dernière partie de cette review, la véritable identité de Stussy est enfin révélée. Alors que Kaku semblait vouloir poursuivre son combat contre Zoro, Stussy l'attaque sournoisement, la plongeant dans un profond sommeil et s'apprête à faire la même chose avec Lucci. Une forme démoniaque se dessine dans l'ombre et voilà que la vraie face de Stussy nous est dévoilée, le clone de Miss Stussy Buckingham, membre des Rocks et première expérience de clonage réussie des Mads. Enfin, nous en savons un peu plus sur le mystère pesant sur Stussy. J'avais aucune idée de ce qui pouvait la relier autant à Vegapunk comme sous-entendu dans le chapitre 1068, mais j'en suis clairement pas déçu. Alors, il faut quand même essayer à nouveau de tirer cette histoire au clair. Que devons-nous comprendre de cette révélation et qu'est-ce qu'Oda peut encore cacher autour de Stussy? Commençons par son identité et surtout son histoire. Sa présentation laisse sous-entendre qu'il s'agit d'une ancienne Rocks, mais plus encore, un élément d'une grande importance se cache dans son prénom. En effet, Buckingham peut également se lire Buckingham. Nous retrouvons exactement la même écriture que le nom de Miss Bakin, la mère de Weevil, et prétendue ancienne Nakama de Barbe Blanche. Stussy et Bakin seraient alors en réalité la même personne. Stussy et le clone de Bakin. Décidément, nous avons encore une fois affaire à la version du passé d'un personnage, à croire que le sujet temporel ne cessera d'être au centre de l'attention jusqu'à la fin de cet arc. Bref, ce qui nous intéresse, c'est Stussy et Bakin finalement. La révélation que Bakin soit une ex-membre des Rocks n'est absolument plus une surprise pour les lecteurs puisque ça a déjà été plus ou moins confirmé par Marco au chapitre 908. Également, et vu à quel point les âges semblent coïncider, Higurashi, la grand-mère d'Orochi, l'aurait rencontré dans son voyage dans le monde extérieur, comme en atteste l'apparence de cette femme qu'elle a pris. Ayant déjà pris l'apparence de Shiki, grâce au Mane Mane no Mi, il est indéniable qu'Higurashi a rencontré les Rocks à plusieurs reprises, ceci en est une nouvelle preuve. Par contre, la vraie information intéressante à mon sens, c'est qu'on nous révèle officiellement et directement que les Mads et les Rocks ont pu se rencontrer à un moment de l'histoire et même peut-être collaborer. Ces deux groupes étant considérés par le passé comme ennemis directs du gouvernement, l'un pour ses recherches scientifiques illégales et l'autre c'est pour ses actes terroristes, les Mads ont peut-être tout simplement fourni des armes aux Rocks pour mener une guerre face aux Tenryubito et les Rocks ont peut-être laissé les Mads produire ou reproduire des expériences sur eux. Ce qui fait que Stussy n'est peut-être pas la seule à avoir été clonée et que, au contraire, d'autres auraient pu en profiter, comme bien évidemment, Barbe Blanche. Lorsque Bakin a été révélée, elle était accompagnée de Weevil, son fils. Ce dernier s'est auto-proclamé héritier de Barbe Blanche, le défunt empereur des mers, le plus puissant pirate de l'ère post-Roger, serait donc son père biologique. Alors que nous avions des raisons de penser à un foutage de gueule général, il se peut tout simplement que Weevil soit une expérience ratée du clonage de Barbe Blanche par les Mads. Ce qui me conforte dans cette idée, c'est que cette mention attestant que Stussy est le clone réussi numéro 1 sous-entend également qu'elle est à la fois pas le seul clone réussi, mais également que des ratés ont naturellement dû voir le jour. Enfin, des échecs. Je pense que Weevil se classe dans la catégorie des échecs, on va pas se mentir, sans pour autant ne pas être absolument surpuissant. Du coup, ça ouvre la porte à plusieurs autres possibilités. Si on peut être à peu près certain que des clones des Rocks comme Stussy sont encore dans la nature, alors cela signifie que des mecs comme Chebek peuvent revenir de l'histoire à travers le clonage. Aïe aïe aïe, on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Que la science soit un sujet important dans One Piece n'est pas un véritable problème, au contraire. Mais si ça commence à être le justificatif
objectif ultime à tout et rien et au retour d'anciens personnages qui ne sont pas censés être là. Ouais, bon, on va pas partir défaitiste et on va laisser les sujets se développer comme il se doit. Pour l'instant, l'histoire de Stussy reste super intéressante et je n'ai pas encore analysé l'un de ces aspects qui a dû le plus vous charmer, son fruit du démon. Qui est-elle vraiment? Un vampire? Un démon? Encore autre chose? Les pouvoirs de Stussy sont uniques bien qu'ils se rapprochent très grandement de la forme démoniaque de Nico Robin face à Black Maria. Vu la simplicité de la transformation de Stussy, il semble qu'elle possède un Zoan mythologique. Pas n'importe lequel donc, un modèle Ito-Ito no Mi comme celui de Luffy, de Chopper ou encore de Sengoku. Alors est-ce que c'est un vampire? Eh bien c'est effectivement ce que j'ai pensé en premier temps. Les crocs plantés dans le cou de sa victime, les ailes de chauve-souris, je pense que c'est la marque de fabrique du vampire dans l'imaginaire commun. Pourtant, une autre hypothèse tient la route, celle de la succube. Une succube sont des démons féminins en proie aux hommes profondément endormis. Elles sont généralement très portées sur le thème du... je peux pas utiliser le mot, sinon je vais me faire démonétiser par YouTube. Elles sont donc très portées sur l'aspect olé olé de la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, sinon renseignez-vous sur Wikipédia, ça prend vraiment 2 secondes. Dans certaines croyances, elles peuvent carrément dévorer la chair de ses victimes, telles des vampires. Du coup, Stussy coche à peu près toutes ces cases. Elle peut endormir ceux qu'elle mord, faisant le lien avec l'apparition des succubes dans le sommeil. Elle dirige le quartier des plaisirs, ce qui, encore une fois, se partage avec les succubes qui sont particulièrement perverses. Et dévorer la chair de ses victimes justifie assez bien les crocs qu'elle possède. D'un autre côté, Oda a très bien pu mélanger cela avec le mythe du vampire puisque ces derniers sont connus pour leur jeunesse éternelle, grâce au sang de leurs victimes. Stussy, elle, garde une apparence particulièrement jeune malgré toutes les années qu'elle doit avoir. Donc, quelle est la vraie dénomination des pouvoirs de Stussy? Ça, désolé, ça reste un mystère. Mais l'autre mystère est de savoir si ce fruit du démon fut cloné avec la Stussy originale et donc que la vieille Bakin le possède encore aujourd'hui ou si les Mads lui ont octroyé ce pouvoir de leur personne. Là, je pense qu'on peut avoir la réponse grâce à la cover de ce chapitre qui continue dans la mini-aventure des Mads. Même si nous ne pouvons y voir Vegapunk et Stussy, César Clone, lui, est présent avec un fruit du démon très dark. Alors, déjà, est-il artificiel ou naturel? Eh bien ça, il est impossible de le dire pour le moment, car bien qu'il n'ait pas franchement l'air très naturel contrairement au fruit du démon basique qu'on a pu voir depuis tout ce temps dans One Piece, il est finalement assez similaire aux Zoan mythiques de Kaido. Alors je ne dis pas que c'est lui, pas du tout, mais pour la première fois, un fruit du démon nous a prouvé que tous ne sont pas obligés d'arborer les spirales et que d'autres motifs peuvent apparaître, des motifs assez ronds, circulaires, etc. Sachant qu'à l'époque des Mads, les fruits du démon artificiels n'étaient peut-être pas encore en production, je pense qu'il est vraiment possible que César Clone ait tout simplement mis la main sur un véritable fruit du démon et que ce fruit du démon soit celui de Stussy. Il l'aurait donné à leur premier clone réussi. Le Ito-Ito no Mi modèle succube ou vampire aurait donc été trouvé par le scientifique, ingurgité par Stussy, et expliquerait fatalement pourquoi la version originale de Miss Bakin ne semble pas le posséder. Ok, on a vu à peu près tous les aspects autour de Stussy, histoire, fruit du démon, clonage, bref, je peux évidemment pas rentrer dans tous les détails, vous l'avez compris, trop peu de temps pour le faire, mais on fait comme on peut. Il reste malgré tout un dernier point que je n'ai pas abordé, peut-être le plus important, mais aussi le premier qui a été mis en avant dans ce chapitre, la note écrite par Vegapunk lorsqu'il travaillait avec les Mads, dévoilée dans la toute première page. Même si le monde ne veut pas la reconnaître, elle est née dans celui-ci. Elle est sans aucun doute un être humain, une réussite. Elle est certainement un grand pas vers la paix dans le monde. Chef du centre de paix des Mads, Dr Vegapunk. Stussy étant révélé comme le premier succès de l'expérience de clonage par les Mads, la note de Vegapunk étant écrite pendant la période des Mads, il ne faut pas réfléchir longtemps pour venir à la conclusion que Vegapunk, dans ses écrits, parle de Stussy. La question est désormais, pourquoi ? Pourquoi le clonage est pour lui le seul moyen d'apporter la paix dans le monde et pourquoi Stussy? Comme nous l'avons vu plus tôt, l'un de ses objectifs pour instaurer cette paix est d'utiliser l'énergie intangible présente partout dans le monde pour éviter les guerres de ressources énergétiques, etc. Ce qui Stussy était donc destiné à combattre pour la paix dans l'intérêt du monde. Elle devait donc littéralement arrêter les guerres. Alors, qu'est-ce qui a foiré? Comment en est-elle venue à rejoindre le gouvernement mondial qui fait tout l'inverse? Alors il s'agit peut-être d'un plan d'intrusion, encore une fois, Stussy a été créé pour détruire le gouvernement de l'intérieur, mais malheureusement le projet aurait échoué puisqu'elle fut trop influencée par la mauvaise nature de la Stussy originelle. Ouais, pourquoi pas, mais il y a aussi le contraire qui est possible, la mission est toujours d'actualité, ce qui explique l'étonnant retournement de situation de Stussy attaquant Lucci et Kaku. Il est également possible que pour Vegapunk, la transformation de Kuma en pacifista était un nouveau grand pas vers la paix dans le monde et qu'ils serviront le peuple à un moment.
Une chose est sûre, les premières intentions de Vegapunk ont toujours été pures, malgré l'aspect belliqueux des Mads et leur révolution qui ne fut pas franchement orientée pour le bien de l'humanité. Le plus grand scientifique du monde n'a jamais perdu sa volonté de bien faire les choses, de les faire pour les autres. Que ce soit la création de ce style il y a de ça une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, lors de sa découverte du facteur de linéage, ou la terrible transformation de Kuma en cyborg ayant signé l'abandon de Bonnie, Vegapunk est, ou en tout cas était persuadé que le clonage était le moyen de corriger un mauvais pan de leur société et peut-être d'effacer l'une des plus grandes plaies de l'histoire de leur monde. Écoutez, c'est la fin de cette review les bros. C'était compliqué hein. Non mais je suis d'accord. Hein. Mais quel chapitre aussi. Pour le coup on peut vraiment dire qu'il était très spécial, mais du coup, comment l'avez-vous aimé? Est-ce que vous arrivez à bien comprendre tout ce qui se passe ou je suis le seul à être un petit peu du père là? J'espère malgré tout que mes petites tentatives d'explication vous auront convaincu et surtout que au-delà de ça, ça mènera à quelque chose quoi. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like les bros, c'est super important. Abonnez-vous également, mais surtout, portez-vous bien, car on se retrouve dès la semaine prochaine pour la review du prochain chapitre. Faites attention à vous, merci de votre incroyable soutien, peace les bros.